Goedemorgen, welkom op persconferentie op 16 november. Ik hoop dat jullie allemaal een goed weekend hebben gehad, dat jullie ondanks het herfstweer toch hebben kunnen profiteren om een beetje te ontspannen. Ik geef graag het woord aan Steven van Gucht voor een stand van zaken van de COVID-pandemie in ons land. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven aan hetzelfde tempo dalen. Daardoor daalt ook verder het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen begint heel langzaamaan af te nemen. De overlijdens blijven nog licht toenemen, maar ook hier is zich een piek aan het aftekenen. We zijn dus stilaan op de goede weg om de curves verder naar beneden te trekken. De afgelopen week werden er gemiddeld 5057 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 47% op weekbasis. De week ervoor werden er nog gemiddeld 9594 gevallen vastgesteld per dag. De cijfers halveren hiermee om de 8 dagen. De dalingen doen zich nog steeds voort in alle leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd neemt nog lichtjes toe. De helft van alle gevallen is nu ouder dan 47 jaar. Het hoogste aantal gevallen vinden we terug bij de 40ers en de 50ers. Bij de 70-plussers zet de daling zich ook verder voort, al is die nu iets minder uitgesproken dan in de andere leeftijdsgroepen. De daling is het meest uitgesproken in Henegouwen en Luik, met min 55%. Henegouwen blijft wel de provincie met het hoogste aantal nieuwe besmettingen, namelijk gemiddeld 899 per dag, gevolgd door Luik en Oost-Vlaanderen, met gemiddeld 708 en 607 nieuwe besmettingen per dag. De nieuwe ziekenhuisopnames gaan ook verder in dalende lijn, en dit in alle provincies. Gemiddeld werden er de afgelopen week 463 nieuwe patiënten opgenomen met COVID. Dat is een daling van 22% op weekbasis. De week ervoor waren dat er gemiddeld nog 597 per dag. Gisteren werden er 294 nieuwe patiënten opgenomen met COVID. Het is ondertussen bijna 1 maand geleden dat we nog onder de 300 nieuwe opnames zaten. Weliswaar, gisteren was het een zondag en dan zien we klassiek ook minder opnames dan op een weekdag. De daling van de ziekenhuisopnames lijkt daarmee iets trager te gaan dan de daling van de besmettingen. De ziekenhuisopnames halveren om de 20 dagen, terwijl de besmettingscijfers om de 8 dagen halveren. Het is echter normaal dat het aantal ziekenhuisopnames met vertraging naar beneden gaat. In België liggen er nu 6.518 patiënten met COVID in het ziekenhuis. Dat is een kleine 1000 patiënten minder dan tijdens de piek op 3 november. Toen lagen er bijna 7.500 patiënten in onze ziekenhuizen. Er liggen nu 1439 patiënten op intensieve zorgen en daarmee lijken we een plateaufase te hebben bereikt. De voorbije 12 dagen schommelde het aantal patiënten tussen de 1400 en de 1500. De laatste paar dagen is er een trage, maar gestage daling ingezet. De piek van de intensieve zorgenbezetting tijdens de tweede golf zal dus waarschijnlijk op maandag 9 november vallen met 1474 patiënten. De overlijdens blijven nog licht toenemen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 197 overlijdens per dag te betreuren. En dat is nog steeds een hele lichte toename van 7% op weekbasis. De week ervoor waren dat 184 overlijdens per dag.
De piek van de overlijdens van de tweede golf zal zich waarschijnlijk aftekenen op vrijdag 6 november met 200 overlijdens op 1 dag. We zouden jullie graag vandaag ook nog wat bijkomende informatie willen geven over het profiel van de gehospitaliseerde patiënten met COVID tijdens deze opwaartse fase van de tweede golf, gaande van 31 augustus tot 3 november. Het profiel van de gehospitaliseerde COVID-patiënt blijft vrij gelijkaardig aan dat van de eerste golf. Het gaat typisch om mensen van in de 50 tot 80, maar verhoudingsgewijs worden er opvallend minder bewoners uit woonzorgcentra of zorgpersoneel opgenomen. Net als in de eerste golf is de helft van de patiënten ouder dan 70 jaar. Het gaat nog steeds om iets meer mannen dan vrouwen, meer specifiek 54,4%. Bij de patiënten ouder dan 65 jaar kwam 14,5% uit een woonzorgcentrum. Tijdens de eerste golf was dat 25%. Dat is dus aanzienlijk minder. Er werden ook opvallend minder zorgverleners opgenomen, namelijk 1,6% tegenover 7% in de eerste golf. Waarschijnlijk heeft dat te maken omdat ons verzorgend personeel en ons medisch personeel meer vertrouwd is met het virus, met de voorzorgsmaatregelen, meer ervaring heeft en ook de betere beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. 71% van de gehospitaliseerde COVID-patiënten had ten minste 1 onderliggend gezondheidsprobleem. Dat wil dus wel zeggen dat bijna 30% geen enkele onderliggende aandoening had. Wanneer we specifiek kijken naar de patiënten die op intensieve zorgen terechtkomen, zien we ook hier dat het profiel van de patiënten op intensieve zorgen voor een groot stuk vergelijkbaar is met de patiënten die opgenomen werden op intensieve zorgen in de eerste golf. De typische patiënt op intensieve zorgen is een man van in de 60. De patiënten op intensieve zorgen zijn daarmee opnieuw iets jonger dan de doorsnee gehospitaliseerde patiënten. Zo is de helft van de patiënten op intensieve zorgen ouder dan 66 jaar en 50% bevindt zich tussen de leeftijd van 55 tot 77 jaar. Het is wel belangrijk om nogmaals te vermelden dat mensen van alle leeftijden in het ziekenhuis of op intensieve zorgen kunnen belanden. Ook tijdens deze tweede golf belanden opmerkelijk meer mannen dan vrouwen op intensieve zorgen, namelijk 68%. Het aandeel patiënten op intensieve zorgen dat geen onderliggende aandoeningen heeft, is toegenomen ten opzichte van de eerste golf. In deze tweede golf bedraagt dat bijna 30% van de patiënten, terwijl dat in de eerste golf 24,5% was. Deze gegevens geven ons een eerste beeld van het profiel van de patiënten in de ziekenhuizen tijdens deze eerste helft van de tweede golf. Het is pas wanneer deze tweede golf volledig achter ons zal liggen dat we een volledige vergelijking zullen kunnen maken. En tenslotte nog een belangrijke boodschap betreft Sinterklaas. We kunnen alle kinderen geruststellen. De Sint zal ook in deze bijzondere tijden cadeautjes aan huis brengen. Afgelopen zaterdag kwamen de Sint en zijn Pieten met de boot toe in ons land. Door de coronamaatregelen konden de kinderen dit jaar de Sint niet persoonlijk opwachten naast het water, maar hebben ze zijn intrede op televisie kunnen volgen. De Sint krijgt gelukkig wel een uitzondering op de avondklok en de quarantaineregels van onze ministers.
Toch zullen ook de Sint en zijn Pieten erg voorzichtig moeten zijn tijdens hun verblijf in ons land en de coronamaatregelen opvolgen. Ze zullen afstand houden, een mondmasker dragen en vaak hun handen wassen. De Sint zal misschien niet alleen thuis, maar ook bij oma en opa, bij Meter en Peter, een cadeau brengen voor de kinderen. Ze hebben hun oogappels de afgelopen maanden erg gemist en we begrijpen dan ook dat zij hen graag een plezier willen doen met een cadeautje van de Sint. Het is weliswaar belangrijk om dat op een veilige manier te doen. Oma en opa kunnen bijvoorbeeld aan de Sint vragen om de cadeautjes direct bij de kinderen thuis te brengen. Dat is het veiligst. Als grootouders de cadeautjes toch zelf willen bezorgen aan hun kleinkinderen, dan is het best om dit buiten te doen, in de open lucht, en daarbij een veilige afstand van 1,5 meter te respecteren. En draag best ook een mondmasker. Dank u wel. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, le nombre d'infections, le nombre d'hospitalisations continue de diminuer et cela entraîne aussi qu'il y a moins de patients hospitalisés actuellement. Le nombre de patients en soins intensifs commence lui aussi plus doucement à diminuer et si les décès augmentent encore lentement, on voit petit à petit se dessiner un pic. L'évolution est donc globalement favorable pour les différents facteurs que nous suivons. Au niveau des nouveaux cas, sur les 7 derniers jours, nous avons eu une moyenne de 5057 nouveaux cas, donc pratiquement 5000 nouveaux cas par jour. Ceci correspond toujours à une diminution marquée, puisque de l'ordre de 47% de moins que ce qu'on avait eu par rapport à la semaine précédente. Et il faut souligner qu'à ce moment-là, nous avions encore en moyenne 9594 cas par jour. Les chiffres continuent donc actuellement à diminuer environ tous les 8 jours. Cette diminution, heureusement, se présente dans toutes les tranches d'âge, sachant que pour l'instant, on a encore les chiffres les plus élevés dans les 40 et 50 ans, et que l'âge moyen continue à augmenter un petit peu, il est actuellement de plus de 47 ans. Chez les personnes plus âgées, la diminution est un peu plus lente, mais elle se produit aussi, et c'est clairement un facteur favorable. Cette diminution est plus prononcée actuellement, on le voit sur la carte, dans la province du Hainaut et de Liège, avec moins 55%, mais on voit que des résultats du même niveau sont présents, par exemple, dans le Namurois, les Deux-Brabants et Bruxelles. En nombre absolu, c'est toujours le Hainaut qui a le plus de contamination par jour, mais on est cette fois-ci nettement en dessous du 1000, puisqu'on est à 899 par jour. Au niveau des hospitalisations, elle continue également à diminuer, on l'a dit en introduction, et ceci dans toutes les provinces actuellement. En moyenne, nous avons 463 nouvelles admissions par jour, c'est une diminution de 22%. En comparaison, on en avait encore 597 une semaine avant. Hier, mais il faut souligner que c'est un dimanche, donc ce n'est pas un jour tout à fait comme les autres, nous n'avons eu que, si on peut dire, 294 nouvelles admissions. Il y avait à peu près un mois que ce genre de chiffre de moins 300 n'avait plus été rencontré. Alors vous le voyez, la courbe des hospitalisations est un peu plus lente à diminuer que celle des infections. On sait que c'est normal et donc il ne faut pas s'inquiéter de ce point-là. Elle diminue actuellement tous les 20 jours de moitié, alors que le taux d'infection diminue de moitié, on vous l'a dit, tous les 8 jours. Ceci nous amène à avoir actuellement en Belgique en hospitalisation 6518 patients, soit à peu près 1000 de moins que lors du pic que nous avons connu le 3 novembre. Au niveau des soins intensifs, il y a actuellement 1439 patients hospitalisés. Comme vous le voyez, on atteint d'une certaine manière un plateau, puisque depuis une douzaine de jours, nous sommes entre 1400 et 1500 patients.
C'est une diminution lente et on peut voir sur la courbe, sur la diapositive ici, que lors de la première vague, on avait eu aussi ce temps un peu plus prolongé, une sorte de petit plateau avant que la diminution ne s'amorce. Et on espère bien sûr pouvoir bientôt atteindre cette partie-là de la courbe. Le pic d'occupation des soins intensifs, si rien ne change, sera donc probablement le lundi 9 novembre, avec 1474 patients à ce moment-là dans nos unités de soins intensifs. Au niveau des décès, le nombre de décès continue à augmenter légèrement. Nous déplorons encore en moyenne 197 décès par jour sur la moyenne des 7 derniers jours, soit une augmentation de 7%. La semaine qui précédait, on avait une moyenne de 184 décès. Comme vous le voyez, on a l'impression que s'amorce bientôt une diminution. Actuellement, on peut dire que probablement, le vendredi 6 novembre était le pic des décès de la deuxième vague, avec 215 décès ce jour-là. Alors, on voudrait développer 2 thèmes avec vous aujourd'hui, un sérieux et un peu plus joyeux. Le premier thème sérieux, c'est le profil des hospitalisations lors de cette deuxième vague. Nous avons quelques informations supplémentaires par rapport à celles qu'on vous a déjà fournies et qui analysaient la situation jusqu'au 15 octobre. Nous avons maintenant des données qui vont plus loin, qui vont jusqu'à effectivement début novembre. Que peut-on dire? Eh bien, on peut dire que globalement, la situation n'a pas beaucoup changé quant au profil des patients entre la première et la deuxième vague. Il s'agit typiquement de personnes qui ont entre 50 et 80 et quelques années. La différence la plus marquée est probablement que les maisons de repos et de soins sont moins représentées dans les hospitalisations que lors de la première vague. Au point de vue de l'âge, on peut dire que la moitié des patients sont âgés de plus de 70 ans et c'est une caractéristique qu'on avait déjà lors de la première vague. On peut aussi dire qu'il y a un peu plus d'hommes, pratiquement 55%. On sait que les hommes, pour des raisons génétiques, sont plus atteints que les femmes, et donc il est assez logique qu'ils soient plus sévèrement atteints et donc plus fréquemment présents dans les hospitalisations. Chez les gens de plus de 65 ans, on a 14,5%, donc pratiquement 15% qui proviennent d'une maison de repos et de soins, alors qu'on avait 25% lors de la première vague. Donc c'est clairement une diminution importante par rapport à ce qui s'est passé en mars-avril. On a aussi nettement moins de soignants qui ont dû être hospitalisés. Il y en avait 7% lors de la première vague et, j'ai envie de dire, seulement 1,6% lors de la deuxième vague. Ceci est probablement lié au fait que, d'une part, on a acquis une autre expérience de la maladie, de sa transmission, un meilleur emploi des moyens de précaution et que, surtout, les moyens de précaution adéquats étaient maintenant largement disponibles et donc bien employés. Si 71% des patients hospitalisés avaient au moins une de ces fameuses comorbidités qu'on vous a déjà largement détaillées, il faut aussi dire que donc 30% n'en avaient pas. Cela souligne l'importance de faire attention, quel que soit votre état de santé préalable. Et ceci va être renforcé par les données de soins intensifs qui sont également très comparables à celles de la première vague. Le patient typique de soins intensifs est actuellement un homme dans la soixantaine. Les patients de soins intensifs étaient déjà lors de la première vague plus jeunes que la moyenne d'âge des patients hospitalisés. Ceci se retrouve lors de la deuxième vague. La moitié des patients de soins intensifs ont ainsi plus de 66 ans. Mais une autre manière de voir les données est peut-être plus intéressante, plus interpellante et vous parlera mieux. C'est de se dire que actuellement, 50% d'entre eux ont entre 55 et 77 ans. Donc des gens qui sont encore dans la force de l'âge et qui travaillent ou qui sont des relativement jeunes retraités. Tout le monde peut être touché par le virus, tout le monde peut être conduit à être hospitalisé et tout le monde peut être conduit à se faire un séjour en soins intensifs. On l'a dit, les hommes, pour des raisons génétiques, sont plus fréquemment touchés de manière sévère par la pathologie et ils sont plus représentés en soins intensifs. À peu près 2/3 des hospitalisations, 68% en l'occurrence, sont des hommes à ce niveau-là. Ici aussi,
30% n'avaient pas de facteur favorisant. Et donc, à nouveau, tapons sur le clou. Tout le monde peut faire une infection grave, même s'il est en bonne santé, par ailleurs, au préalable. Ces données nous donnent une première idée du profil des patients. On aura une analyse plus complète des choses, bien sûr, lorsque la deuxième vague aura fini de se dérouler. Alors, quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus agréable, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas approche. C'est une année particulière pour tout le monde, pour les grands-parents, pour les parents et pour les enfants aussi, qui ont dû subir des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir devant eux. Et on espère que Saint-Nicolas aura un peu l'occasion de les gâter cette année, tant que faire se peut, dans les circonstances actuelles. Vous savez qu'au niveau du gouvernement, il y a eu une lettre qui a donc autorisé Saint-Nicolas à venir sans quarantaine, du Grand Nord, ou je ne sais pas très bien où il se cache pour l'instant, en faisant exception pour le couvre-feu, puisqu'il va passer dans la nuit du 5 au 6 décembre. On lui a quand même demandé d'être prudent, on lui a demandé de rester à distance, ce qui au milieu de la nuit n'est pas trop difficile. On lui a demandé de porter un masque, ce qui avec sa barbe ne va pas être forcément tout à fait évident. On a peut-être demandé d'enlever ses gants et surtout de se laver les mains le plus fréquemment possible. Alors s'il apporte un cadeau, on espère qu'il apportera un cadeau dans la cheminée chez les parents, mais il apporte souvent des cadeaux aussi chez les parrains, chez les marraines, chez les grands-parents. Toutes les personnes, parfois, ou pour les grands-parents, souvent plus âgés, et toutes les personnes qui ont profondément eu un manque affectif, d'être coupées justement de leurs neveux, de leurs nièces, de leurs petits-enfants pendant ces nombreux mois. Mais toutes les personnes qui, en partie, en tout cas sûrement pour les grands-parents, courent un risque plus important de contact si elles attrapent le virus à ce moment-là. Alors que peut-on faire? On peut demander effectivement aux parrains, aux marraines, à papy, à mamie, de demander à Saint-Nicolas de tout apporter à la maison des parents. C'est sûrement le moyen le plus sûr. Et puis de faire des remerciements par vidéo, tout ce qu'on voudra. Bien sûr, on comprend que beaucoup voudront avoir Saint-Nicolas qui apporte aussi des cadeaux chez eux et pouvoir les remettre ainsi, par exemple, à leurs petits-enfants. Alors, un conseil que l'on répète, mais je pense qu'il faut dire et le redire, essayons de faire cette remise de cadeaux dans les meilleures conditions, dans les conditions les plus sûres pour eux, justement, qui, de par leur âge et parfois de par certaines maladies, comme l'hypertension ou autres, sont plus à risque. Essayons donc de faire ça à l'extérieur, de faire ça dans le jardin, sur la terrasse, de faire ça dans une véranda largement ventilée, de le faire avec de la distance, de le faire en portant un masque. Ce n'est pas ce masque qui coupera l'affection, c'est ce masque qui démontrera qu'on fait attention justement et que l'affection est partagée parce que dans l'affection, il y a aussi précaution. Merci. Goedemorgen. In veel gezinnen met kinderen zal het deze morgen misschien terug een beetje hectisch zijn geweest. Zoeken naar de nieuwe routines. Want inderdaad, na 2 weken zijn de lessen hervat in de scholen. Hierdoor zullen ook dagelijks meer mensen het openbaar vervoer nemen. We roepen alle werknemers en werkgevers dan ook nogmaals op om de regels in verband met telethuiswerk strikt te respecteren. Voor alle duidelijkheid, telethuiswerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten en dit voor alle personeelsleden. Tenzij dit uiteraard onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit of omwille van de continuïteit van de activiteit of de dienstverlening. Telethuiswerk is een zeer efficiënte manier om het virus af te remmen en het heeft een relatief beperkte impact. Alle informatie over telethuiswerk en de maatregelen om het werk veilig te laten verlopen kan u vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werk, Gelegenheid en Arbeid. De afgelopen dagen was er wat onduidelijkheid over het feit of voedselverzorging nog kan doorgaan. Dit werd recent verduidelijkt op de website info-coronavirus.be. Voedselverzorging door podologen en niet uitstelbare voedselverzorging om medische redenen door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds worden uitgevoerd. Het is hoopgevend dat de cijfers van het aantal besmettingen en opnames blijven dalen.
We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de situatie in de zorg en in de medische sector nog steeds heel zwaar is. Maar we zijn met z'n allen op de goede weg, maar het zal nog een lange weg worden. Het is belangrijk dat we elkaar de komende weken blijven steunen. Het is hartverwarmend om vast te stellen dat er veel solidariteitsacties ontstaan. Acties zoals de Warmste Week of Zorg voor Licht, maar ook spontane lokale initiatieven zorgen in deze vreemde periode voor de nodige samenhorigheid en solidariteit. Een eenvoudig lichtje, telefoontje, kaartje betekenen heel veel in deze moeilijke periode. Laat elkaar niet los, ook al moet je afstand bewaren. Met een team van 11 miljoen zal het ons lukken om door deze moeilijke periode te geraken. En krijgen we samen het virus klein. Dank u wel en prettige werkweek en schoolweek. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour les enfants et pour leurs parents, c'est une journée un petit peu particulière parce qu'il va falloir se réhabituer à un autre rythme. Les cours reprennent dans le fondamental. Dans le secondaire, ils reprennent, mais partiellement. Cela a aussi pour conséquence que la fréquentation des transports en commun va augmenter. Les sociétés de transports en commun ont d'ores et déjà pris des mesures pour adapter leur offre à la situation. D'autres de nos activités ont des conséquences sur les transports en commun et c'est bien sûr le cas de nos activités professionnelles. Nous appelons donc une fois encore tous les employeurs et employés à respecter strictement les règles concernant le télétravail, notamment pour ne pas peser sur la fréquentation des transports en commun, la fréquentation dans les gares, dans les arrêts de métro, etc. On le rappelle, le télétravail est obligatoire dans toutes les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf bien sûr si cela s'avère impossible en raison de la nature de la fonction des personnes concernées. Le télétravail est une mesure efficace dans la lutte contre le virus et il peut être mis en place relativement aisément et sans grandes conséquences sur l'activité de certaines entreprises. Pour toutes vos questions sur les règles applicables dans le monde du travail, que ce soit le télétravail ou que ce soit les règles applicables sur le lieu de travail, on vous conseille vivement de passer sur le site du SPF Emploi, donc c'est emploi.belgique.be. Un autre sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est peut-être un point de détail pour certains, mais ces derniers jours, il y a eu une certaine incertitude et de nombreuses questions quant aux soins de pédicure médicale. Ça peut paraître anecdotique, mais pour d'autres, et on pense notamment aux diabétiques, cela relève de soins essentiels. Parce qu'un flou relatif subsistait dans ce domaine, nous avons clarifié la question sur le site web info-coronavirus.be. Ces soins spécifiques peuvent être effectués, même si cela implique des contacts, et ils peuvent être effectués tant par des podologues que par d'autres professionnels, et on pense notamment aux pédicures médicales. Il faut bien sûr que ces soins répondent à une nécessité médicale et que ces soins ne puissent être reportés pour le moment. Il est encourageant de constater que le nombre de contaminations et d'hospitalisations continue de baisser. Nous sommes sur la bonne voie, mais cette voie est encore longue. Nous devons rester mobilisés. Il est important aussi que nous continuions à nous soutenir mutuellement au cours de ces prochaines semaines. Il est donc assez réconfortant de constater les nombreuses actions de solidarité qui voient le jour, tant collectives qu'individuelles, que locales. Elles apportent ce surplus de solidarité bienvenu et nécessaire en cette étrange période. Donc, une lumière à la fenêtre, passer un appel téléphonique à un proche, envoyer un message, commander auprès d'un restaurant ou d'un commerce de sa ville. Ce sont des petits gestes, mais qui signifient beaucoup. Donc ne relâchons pas notre mobilisation, que ce soit dans le respect des règles ou dans nos contacts avec les autres, malgré la distance physique. Merci. Nous n'avons pas reçu de questions aujourd'hui, donc il me reste à vous souhaiter une bonne semaine à l'école, une bonne semaine à la maison, une bonne semaine au travail, et on se retrouve mercredi pour le prochain point presse. Merci.